Donc, bonjour et bienvenue à cet ICEP Café Gaz Renouvelable. Je suis Héloïse Pelaine, ingénieure énergie environnement au sein du bureau d'études Petrema et membre du LICEB. LICEB, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce soir, je voudrais rappeler, pour ceux qui nous découvrent, que l'ICEB est une association qui rassemble une cinquantaine de professionnels, des architectes, des ingénieurs, mais aussi des urbanistes, rassemblés autour de la volonté de développer le bâtiment éco-responsable et le territoire éco-responsable. Nous sommes une association qui développe des savoir-faire et les fait savoir. Donc les adhésions 2023 vont bientôt ouvrir. Vous pouvez adhérer à l'ICEB ou réadhérer. Toutes les informations seront très prochainement sur notre site web. Donc, les ICEP Café mensuels sont depuis 2 ans enregistrés et mis sur la chaîne vidéo YouTube de l'ICEB. Et le présent ICEP Café devrait être mis dans la semaine sur cette chaîne. Donc, pour les ICEP Café, on essaye de varier cette année entre le présentiel et la visio. Donc, en décembre, c'était en présentiel et voilà, cette fois-ci, c'est en visio. Donc, ce soir, nous avons la joie d'entendre l'expertise de Simon Métivier de Solagro sur les gaz renouvelables dans la transition énergétique. Sur la thématique plus précisément, quelle place ont les gaz renouvelables, le méthane, l'hydrogène, dans la transition énergétique et en particulier dans le scénario Négawatt 2022. Simon Métivier a travaillé dans l'industrie, en conception et en recherche et développement, avant de succomber à l'attrait de la prospective et des énergies renouvelables. Depuis 2016, il travaille chez Solagro en charge des projets liés au gaz renouvelable, le biométhane, la gazéification, le power to gas et la méthanation. Solagro est une entreprise associative fondée il y a 40 ans et constituée de 40 salariés. Elle apporte une expertise au service des transitions énergétiques, agroécologiques et alimentaires. Et du coup, je laisse la parole à Simon, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Oui, effectivement, Solagro, association de loi 1901. Je rappelle pas effectivement nos sujets. Donc, peut-être préciser qu'en termes d'intervention et de travaux que l'on mène, on fait selon les secteurs, les activités de l'ingénierie conseil. Par exemple, on peut avoir un travail du bureau d'études sur de l'accompagnement de porteurs de projets de production de gaz renouvelable, comme la méthanisation. On a 7 ou 8 personnes qui travaillent dans ce secteur-là, par exemple. On peut faire de la recherche prospective, donc c'est là plus des études d'accompagnement de politique publique, de développement technique, etc. Et aussi, on a souvent aussi à cœur de diffuser et de partager nos savoirs. Ça fait partie des choses qui sont inscrites dans notre charte. Donc, les activités, on travaille donc côté agriculture sur l'agroécologie, toutes les questions liées agriculture, énergie, climat, hein, comment l'agriculture peut s'adapter, comment l'agriculture peut s'adapter au réchauffement climatique, comment elle peut réduire son impact sur le réchauffement climatique. Tous les sujets bioéconomie dans lesquels je travaille notamment, comment boucler les flux de matière notamment, les bioressources, comment produire de l'alimentation, des matières, de l'énergie à partir de la biomasse, que ce soit agricole, forestière, etc. Donc la méthanisation, où là, donc on a vraiment une activité de bureau d'études. Et puis aussi, on accompagne spécifiquement sur les stratégies territoriales et aussi depuis quelques temps alimentaires, les collectivités locales pour de la planification énergétique ou alimentaire. Et sur les sujets énergétiques, on est en partenariat avec d'autres structures pour compléter nos compétences. Alors, je vais rentrer, je vais pas perdre trop de temps parce que ça va vite passer. Je propose, normalement, je devrais faire une intervention. Je vais essayer de tenir dans un peu moins d'1 heure, de manière à laisser quand même de la place aux échanges et aux questions. Comme c'est indiqué, vous pouvez poser au fur et à mesure vos questions. L'idée, c'est que je n'y réponde pas forcément au fur et à mesure, mais qu'à la fin, on puisse peut-être regrouper des questions et puis dérouler les réponses et voir des échanges complémentaires.
Donc, oui, alors comme ça a été précisé, je vais avant tout me baser sur les travaux de Négawatt. J'ai pas dit, donc je suis membre de l'association Négawatt depuis déjà pas mal de temps. Je contribue ponctuellement, modestement, à quelquefois sur leurs travaux, notamment sur les questions industrie et gaz renouvelable. Et dans cette approche Négawatt, hein, on aime bien toujours quand on réfléchit sur ces questions énergétiques, bah, bien repartir de la demande, vraiment qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, pour ensuite voir qu'est-ce qu'on met en œuvre en amont pour apporter cette énergie. Donc, pardon. Alors, sur cette diaporama, on va le lire de gauche à droite. Alors, c'est un petit résumé pour ceux que ça intéresse. C'est ce qu'on appelle les diagrammes de Sankey. C'est des diagrammes de flux d'énergie où la largeur des flèches correspond à la quantité d'énergie. Donc, c'est sur un bilan annuel. Et en allant de la gauche à la droite, on part de l'énergie primaire, donc l'énergie qui va être disponible, prélevée dans l'environnement, dans la nature, à droite, ce qu'on appelle l'énergie finale, l'énergie qui est livrée chez les consommateurs en la segmentant sous trois grands usages qu'on aime bien utiliser à Négawatt. C'est tout ce qui va être chaleur. Et là, ça peut être de la chaleur faite avec des combustibles, avec de l'électricité. Voilà, on ne différencie pas, on a des besoins de chaleur. Par contre, on pourra dire chaleur basse température, moyenne température, haute température, etc. La mobilité, et l'électricité spécifique. L'électricité spécifique, c'est tous les usages électriques que l'on ne retrouve pas dans la chaleur ou dans la mobilité. Et puis, il y a aussi un petit trait noir tout en haut, ce sont les usages matières, parce que certains vecteurs énergétiques peuvent être aussi utilisés, non pas pour leur caractéristique d'apporter de l'énergie, mais de la matière, par exemple le méthane. On utilise du méthane, par exemple, pour faire de l'ammoniac et des engrais, par exemple. Ça, c'est un des exemples. Donc, vous voyez qu'on part à gauche des énergies primaires qu'on va ensuite convertir sur différents sous-vecteurs. Alors, vous avez des versions encore plus détaillées. Hein. Si vous allez sur le site de l'association Négawatt, vous avez accès à ces graphes plus détaillés. Et au final, donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a une consommation finale d'énergie d'environ 2000 TWh. Et sur ces 2000 TWh, le gaz représente, c'est ce que j'ai marqué en bas, 450 à 500 TWh selon les années. Donc, on est à peu près à 25% de notre consommation d'énergie qui est apportée avec du gaz. C'est à peu près le même ordre de grandeur que l'électricité. Alors, ensuite, si on regarde pourquoi on utilise du gaz aujourd'hui, on va voir que c'est dans sa très grande majorité pour faire de la chaleur, 93%. Et pour quel usage? On voit que le principal usage aujourd'hui, hein, c'est la chaleur dans les bâtiments, que ce soit du résidentiel ou du tertiaire. Donc, la moitié de la consommation de gaz aujourd'hui en France, quasiment, sert à l'énergie dans les bâtiments et avant tout le chauffage. 30% dans l'industrie et puis on a 6% pour faire de la production d'électricité par des centrales électriques. Autre élément important à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, 100% du gaz qu'on consomme en France est importé. Hein, historiquement, on avait des gisements de gaz en France, notamment à Lac, dans le sud-ouest, mais aujourd'hui, ils ne sont plus raccordés au réseau. Ils sont, à ma connaissance, encore un petit peu exploités, mais directement consommés par des industries locales sur site. Donc, on importe tout. Hein, nos gros les pays auxquels on s'approvisionne, hein, le numéro un, c'est la Norvège. Alors, ça peut changer un peu des années à l'autre, mais voilà. Donc, Norvège, on parle de la Russie, on parle aussi de l'Algérie, etc. Donc, on l'importe par des gazoducs et aussi des terminaux méthaniers, donc par bateau. Et ensuite, on l'injecte dans les réseaux qui vont ensuite transporter le gaz jusqu'au lieu de consommation. Et il y a des endroits où aussi on stocke sur plusieurs mois. On a des grosses capacités de stockage souterrain. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est la situation aujourd'hui. Maintenant, si on bascule à la partie droite de la diapo, en 2050, dans la vision Négawatt 2022, eh bien, on va voir que finalement, la consommation de gaz, alors là, je parle du vecteur méthane, je parlerai aussi du vecteur hydrogène en fin de présentation. Donc, le vecteur méthane, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui le vecteur gaz naturel. Hein. Donc, c'est tout ce qui transite dans ce qu'on connaît du réseau de gaz, hein, ce qui est connecté aux bâtiments, aux industries, etc. Le gaz
naturel est constitué à plus de 90% par du méthane. Donc, par raccourci, on va parler de méthane. Donc, la consommation visée en 2050 par le scénario négawatt est divisée par 2. On est à 210 TWh. Donc, ça, c'est par les leviers de sobriété, comment réduire vraiment nos besoins, nos usages, éviter de surdimensionner, etc. Et puis, le levier efficacité, où pour un usage donné, on va essayer de consommer le moins possible d'énergie. Donc, typiquement, c'est isoler les bâtiments, utiliser des moteurs efficaces, etc. Donc, tous ces leviers permettent de baisser la consommation. On a aussi un effet de substitution, notamment on essaye d'électrifier un peu plus des consommations électriques, parce que quand on se projette dans le long terme, si on veut passer aux énergies renouvelables, on se voit que les énergies renouvelables en plus grande quantité et à faible coût vont plutôt être des énergies électriques, telles que le photovoltaïque et l'éolien. Donc, il y a un intérêt aussi à basculer sur de l'électricité quand on le peut. Et surtout que par ailleurs, on va le voir, les ressources pour faire du gaz renouvelable, qui se basent avant tout sur de la biomasse, sont limitées. Et alors, donc, forte baisse de la consommation et surtout, on voit que les usages vont beaucoup changer, puisque dans cette vision, il y a un nouvel usage, la mobilité, qui est aujourd'hui quasiment inexistant, devient majoritaire avec la mobilité, 55%. On va voir en détail un peu plus dans la diapo d'après. La chaleur, elle, est à 42%, avec à peu près moitié dans les bâtiments, moitié dans l'industrie. Donc là, on voit, et c'est vrai que c'est un sujet qui vous concerne, qui est votre activité de tous les jours, on voit effectivement que la place du gaz dans les bâtiments est fortement réduite par rapport à aujourd'hui, et on pourra revenir un petit peu dessus par la suite. L'électricité reste toujours un usage utilisé un peu plus faible, et par contre la grande différence également, c'est que la production devient 100% locale, nationale. Donc ça, c'est intéressant en termes d'autonomie, d'indépendance, mais aussi d'activité économique, d'emploi. Voilà, donc ça, c'est des choses importantes à avoir en tête. Division par 2 des consommations et changement avec une réduction très importante de la part des usages chaleur et une montée en puissance de l'usage gaz comme carburant pour la mobilité. Et puis un passage du 100% importé ou 100% produit local. Et tout ça, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais on passe aussi du 100% fossile au 100% renouvelable. Alors, quelques précisions sur la mobilité, puisque c'est effectivement un usage qui est encore assez peu développé, même si je pense que tout le monde a en tête cet usage carburant, notamment dans les villes, puisque les bus qui roulent au méthane et au biométhane, on les a vus apparaître il y a de nombreuses années en France, et continuent à croître. Donc, c'est des véhicules avec des moteurs thermiques très similaires aux véhicules essence ou gasoil, et qui, au lieu de brûler le combustible liquide, vont brûler un combustible gazeux. C'est une molécule plus simple, donc intrinsèquement, c'est un moteur qui va avoir tendance à produire aussi moins de polluants. C'est à la base pour cette raison-là, notamment que dans les villes, les collectivités ont été intéressées pour basculer leur flotte de bus sur ce type de carburant. Là, dans la vision de négawatt, si on fait la différenciation entre, d'une part, les véhicules légers, donc on regarde en 2050, on voit que les 2 tiers sont basés sur de la mobilité électrique, 67%, électricité rechargeable, et que 30%, c'est du véhicule au gaz, mais hybride. Donc, on considère quand même qu'il y a une petite batterie rechargeable qui peut permettre de faire quand même sur des trajets un petit peu quotidiens, courts, de mettre de l'électricité renouvelable et d'avoir la capacité du gaz du moteur pour faire des plus longs trajets. Il y a aussi une petite part en hydrogène, plutôt pour des véhicules utilitaires légers qui pourraient avoir de l'hydrogène pour rallonger l'autonomie des véhicules électriques. Alors là où, par contre, le véhicule gaz est beaucoup plus important, c'est sur la mobilité lourde, les poids lourds, où là, on voit que l'électricité a plus de difficultés pour différentes raisons. Euh, euh,
notamment le poids des batteries. Donc ça a un impact dans le sens où si on veut faire de l'autonomie et du poids lourd, donc il nous faut des puissances et des consommations d'énergie importantes. Donc des tailles de batterie importantes, ce qui va poser, notamment pour le transport de marchandises, des contraintes puisqu'on va pouvoir transporter moins de marchandises. Et l'autre raison, d'ailleurs, qui a été beaucoup creusée par Negawatt, qui a développé des outils de modélisation importantes là-dessus, c'est sur la consommation de matières premières. Et on continue les travaux dessus. Et c'est des points qui ne sont pas forcément toujours bien mis en œuvre. C'est qu'on se rend compte que les ressources en matière pour produire les batteries sont des ressources qui ont une certaine limite et que si on s'intéresse à une répartition équitable à la surface de la planète de ces ressources, donc en considérant que l'Europe, qui doit être, je crois, 6 ou 7 de la population mondiale, s'accapare que 6 ou 7 des ressources mondiales, et on voit qu'on ne va pas forcément avoir suffisamment de matière pour tout convertir à l'électricité. Et ça, c'est, de notre point de vue, un des freins importants à la mobilité électrique, d'où l'importance d'avoir des véhicules électriques avec des capacités de batterie limitées et pas imaginer que le véhicule électrique va se substituer au véhicule thermique de manière identique avec des autonomies supérieures à 500-600 km comme on peut le voir parfois dans certaines propositions. Donc, sur le véhicule lourd, là, on a 3/4 en GNV, 12% en électricité, ça va être notamment la mobilité courte distance et les véhicules plus légers, et de l'hydrogène aussi, puisqu'on aura de l'hydrogène dans le scénario. On peut imaginer qu'on n'aura pas forcément l'hydrogène partout, mais qu'on aura quand même des corridors, notamment européens, qui pourront être alimentés avec des stations-service hydrogène. Si je continue un petit peu, la demande en gaz, on l'a vu les volumes, on a vu les secteurs, mais il faut aussi regarder sur une chronologie annuelle, puisque si on regarde ce graphe-là, il vous présente donc sur une base journalière, sur tous les mois de l'année, vous avez un point de consommation et on voit sur l'axe des ordonnées, c'est la consommation journalière de gaz. Donc, on a un effet saisonnier très important avec des consommations importantes en hiver qui se réduisent fortement en été. C'est les consommations de chauffage qui disparaissent. Donc, on retrouve le secteur vert résidentiel et violet tertiaire qui ont des usages chauffage importants. En été, on en retrouve un talon qui est principalement lié à la consommation industrielle. On voit aussi des effets de semaine avec des baisses le week-end. Voilà. Les pics en rouge foncé, c'est la consommation pardon, pour la production d'électricité. Donc, on voit qu'en hiver particulièrement, des centrales électriques gaz sont alimentées, notamment dans les jours de la semaine, pour soutenir la production. Si on se projette en 2050, ça c'est des travaux. Alors, ce n'est pas Negawatt qui a fait ces travaux-là, c'est en l'occurrence nous à Solagro qui avions mené ces travaux-là pour l'étude que j'ai mis en haut à droite pour l'ADEME, GRDF et GRT Gaz. Si on se projette en 2050 dans une vision où on a que du gaz renouvelable dans les réseaux, avec quand même une demande de gaz fortement réduite, assez similaire à ce que je vous ai présenté avant, on voit qu'on a fortement réduit cet effet de saisonnalité puisque les usages chaleur, notamment dans les bâtiments, sont fortement réduits. Et on a développé fortement la mobilité gaz qui est en bleu et qui, elle, va être plutôt stable tout au long de l'année. Il y a un effet saisonnier peu marqué. Par contre, on voit des appels de puissance très importants sur certaines semaines d'hiver en rouge pour de la production d'électricité. Et ça va être dans un système 100% renouvelable, y compris en électricité. Si on a un système électrique basé avant tout sur l'éolien et photovoltaïque, on va avoir en hiver des semaines où les conditions météo feront qu'on aura peu de disponibilité sur l'éolien et photovoltaïque. Il faudra mettre en service des centrales gaz, pas forcément sur des longues périodes, mais avec des puissances importantes pour venir en support. Alors, comment on va produire ces gaz renouvelables ? Donc, cette petite diapo vous montre schématiquement les 3 principales filières qui vont être utilisées avec des ordres de grandeur d'énergie qui sont vraiment basés sur ce qu'il y a dans le scénario Negawatt 2022. Donc, on va retrouver la première filière qui, je pense, est la plus connue, la filière méthanisation, qui consiste à utiliser des matières dégradables
biodégradable, matière organique, par une voie anaérobie. Anaérobie, ça veut dire sans air. Donc, en fait, on vient reconstituer ce qui se passe en digestion chez les humains ou chez les animaux. Et on a des micro-organismes qui, naturellement, vont venir dégrader la matière et la convertir en méthane et en CO2. Donc, ce qui sort de la méthanisation, c'est ce qu'on appelle un biogaz. Ce biogaz, vous pouvez retenir qu'il est composé quasiment pour une grosse moitié de méthane et une petite moitié de dioxyde de carbone. Ce biogaz, on peut ensuite le brûler dans des moteurs et faire de la cogénération, électricité, gaz. C'était la filière un peu dominante par le passé en France. On a un parc important, plus de 1000 unités comme ça en France. Et la filière qui est beaucoup plus dynamique actuellement, c'est la filière qu'on appelle injection, où on vient épurer ce biogaz, donc en gros séparer le méthane du dioxyde de carbone pour récupérer du méthane quasiment pur qui va avoir des caractéristiques tout à fait similaires au gaz naturel et qui peut donc être injecté dans les réseaux de gaz. Donc ça, c'est la filière qui se développe beaucoup en ce moment en France. On est à peu près aujourd'hui, à la fin de l'année dernière, à 7 TWh de production par an et on a à peu près 25 TWh de projets qui sont plus ou moins déjà identifiés, fléchés, qui devraient être mis en service dans les prochaines années. On voit ici que du coup, le potentiel identifié et ce qui pourrait être mis en œuvre en 2050, c'est 140 TWh de méthane issu de la méthanisation. Ensuite, on a une deuxième filière. Alors, je vais revenir dans la diapo suivante un peu plus en détail sur les ressources qu'on utilise en méthanisation. Il y a une deuxième filière qui est la pyrogasification, qui là, c'est un procédé thermochimique. Donc là, on ne va pas utiliser du tout un procédé biologique et des micro-organismes. On va utiliser, ce sont des usines avec on va monter en pression, en température, et quelque part, on va essayer de recréer un peu les conditions qui se sont faites sous terre quand s'est créé le pétrole, le gaz et le charbon, mais de manière beaucoup plus rapide, en utilisant en entrée des matières plutôt ligneuses, telles que le bois, sous toutes ses formes. Pareil, je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Et alors la pyrogasification, on peut tenir vraiment plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. On peut faire d'autres produits aussi que du gaz, mais nous là, on l'utilise de manière principalement pour faire du méthane, pareil, en retravaillant les gaz qui sont produits. Et on évalue à peu près à 150 TWh la quantité de méthane qui pourrait être produite et injectée dans les réseaux. Ensuite, j'ai mis une flèche vers hydrogène, parce qu'on pourrait aussi produire de l'hydrogène par cette voie-là, mais ce n'est pas une voie qui est utilisée dans le 100 mégawatts. Je l'indique juste, mais je n'ai pas mis de valeur dessus. Ensuite, la dernière filière, c'est ce qu'on appelle la filière Power to Gas. Donc, c'est autour des pointillés. Il n'y a pas vraiment de mots, malheureusement, en français pour ça. Donc, c'est la conversion d'électricité en gaz, hydrogène ou méthane. Alors, si on veut que ce soit facilement utilisable dans les infrastructures gazières actuelles, parce que la France possède une infrastructure gazière très développée pour le méthane, transport, distribution, stockage, on a intérêt à le convertir en méthane. Donc, on va utiliser de l'électricité, faire de l'hydrogène en cassant des molécules d'eau. Cet hydrogène-là va ensuite être associé avec du dioxyde de carbone pour composer du méthane. Donc à chaque fois, effectivement, on a des pertes, mais ça permet à la fin d'avoir le méthane facilement injectable dans les réseaux. On utilise aussi dans le 100 mégawatts une production et une consommation directe d'hydrogène de 70 TWh. On reverra à la fin de l'exposé pourquoi on l'utilise. Alors, petit mot aussi sur le dioxyde de carbone qui est utilisé en méthanation. On vient notamment utiliser les deux autres filières, comme je l'ai dit, qui produisent du méthane, mais aussi du CO2. On peut tout à fait, donc l'intérêt, c'est de venir associer sur les mêmes sites des réacteurs de méthanation qui permettent de valoriser ce CO2 et du coup, compléter la production de méthane. On pourrait aussi utiliser du CO2 capté dans les fumées d'industrie, de cimenterie, par exemple. C'est des projets aussi qui ont leur sens.
Alors, un petit zoom sur le biogaz, donc la méthanisation. Alors, pour ça, le scénario Négawatt, il s'appuie sur le scénario After 2050, qui est un scénario qui a été, qui est travaillé, publié, modélisé par Solagro, qui a fait depuis maintenant une dizaine, voire quinzaine d'années, qui est remis à jour régulièrement et qui s'intéresse à regarder effectivement ce que peut produire l'agriculture, mais aussi les forêts en termes de production alimentaire, humaine et animale, de matière, d'énergie, tout en essayant de faire face aux différents enjeux que l'on a sur ces secteurs, donc enjeux climatiques, mais aussi enjeux sur les ressources en eau, enjeux sur la biodiversité, enjeux sur les sols, garder une qualité des sols, une durabilité des sols, enjeux sur la santé, hein, tout ce qui va être problème de pollution lié à certains produits, des intrants, etc. Et donc, on évalue que les matières qui peuvent être méthanisées en 2050 peuvent être composés effectivement, si on les prend de haut vers le bas, on va retrouver les biodéchets. Donc ça va être tous les déchets qu'on va retrouver en collectivité, hein, issus des ménages, mais aussi de la restauration collective, des industries agroalimentaires, etc. Donc on voit, mais que c'est finalement un potentiel intéressant, mais qui reste quand même limité. Et tout le reste, c'est le secteur agricole, sous différentes formes. Les déjections animales en marron, les cultures intermédiaires. Donc les cultures intermédiaires, ce sont des cultures qui vont être implantées entre deux cultures principales. Quand vous voyez des champs après la récolte, par exemple, si on fait une récolte de blé en été, vous allez ensuite, enfin très fréquemment, on observe que le champ reste la terre nue pendant plusieurs mois avant d'être réensemencé. Pendant ces périodes-là, en fait, on peut directement semer ensuite une autre culture qui n'aura pas le temps d'arriver à maturité, on n'aura pas les graines, on n'aura pas, on n'aura pas de récolte mature, mais on aura une production, une certaine quantité de production de biomasse qui présente beaucoup d'intérêt. Je pourrais revenir dessus si ça vous intéresse, mais le fait d'avoir un couvert, de maintenir un couvert végétal sur la terre va éviter l'érosion, par exemple, que les pluies entraînent une partie des terres, va aussi continuer à capter l'azote, les reliquats d'engrais qui sont là, et donc éviter que l'azote aille dans les nappes phréatiques, etc. Va pouvoir maintenir aussi une certaine vie sur ces sols-là et donc de la biodiversité, etc. Donc il y a vraiment plein d'intérêts. Et ensuite, on produit de la biomasse qui va pouvoir être méthanisée. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on fait de la méthanisation, on produit certes du méthane et du CO2, donc c'est surtout le méthane qui est intéressant, mais on produit aussi du digestat, c'est-à-dire qu'en sortie de méthaniseur, on a une espèce de boue qui contient toute une partie de l'intrant, donc il y a encore une partie du carbone, mais il y a aussi tous les nutriments, azote, phosphore, potassium, hein, qui sont des éléments très importants pour les cultures et qu'il est important de ramener sur les terres, puisque c'est des éléments qui petit à petit, les terres s'épuisent de ces éléments-là, et c'est des éléments essentiels pour la culture, pour les végétaux. Et donc, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que ces méthaniseurs sont autant des outils énergétiques que des outils agroéconomiques, puisqu'ils vont permettre en plus de créer un engrais biologique qui va pouvoir, ce digestat, qui va pouvoir venir en substitution des engrais de synthèse. Il y a d'autres effets, mais je n'ai pas le temps de rentrer sur ces sujets-là. On va aussi avoir de l'herbe. Alors, de l'herbe, on peut se dire, bah, c'est bizarre qu'on va mettre de l'herbe dans les méthaniseurs, on pourrait le donner aux animaux. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a deux stratégies. Alors, d'une part, quand on regarde les enjeux climatiques sur l'agriculture, on voit que de toute façon, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, il faut réduire le cheptel, il faut réduire la place de l'élevage, notamment au niveau des vaches et des bovins, enfin des bovins. Pour diverses raisons. C'est une tendance de toute façon qui est actuelle. Hein. Le déclin du cheptel suit une pente fortement descendante. Et donc, on va se retrouver dans des zones d'élevage avec des excédents structurels d'herbe, puisqu'il est intéressant de garder des prairies pour différentes raisons. Et aussi pour
pour faire face aux aléas climatiques, je pense que vous êtes de plus en plus conscient qu'on a des épisodes de sécheresse ou des épisodes un peu bizarres de climat qui fait que les productions agricoles sont d'une année sur l'autre peuvent varier fortement. Et donc, on observe même déjà aujourd'hui des agriculteurs qui commencent à avoir des stratégies de gestion d'excès de production d'herbes pour pouvoir faire face à des forts aléas climatiques. Et donc, les années où les récoltes sont bonnes, plutôt que de ne rien faire de ces productions-là, on peut les méthaniser. Et à l'inverse, dans des régions de grande culture où il n'y a pas beaucoup d'élevage, il est intéressant de mettre en place certains types d'herbes où on va en fait venir capter de l'azote de l'air et donc faire rentrer de l'azote de l'air dans les cultures, ce qui va permettre d'éviter le recours à des engrais de synthèse. Et puis enfin, les résidus de culture. Donc ça, c'est quand on fait une récolte de culture, et ben, on va, par exemple, le blé, on va récupérer le grain et la paille. Une partie peut être méthanisée. On ne va pas méthaniser tout puisqu'il faut un retour au sol direct, mais on peut, une année sur trois, prendre une partie pour le méthaniser. Voilà. Alors, ce petit graphe vous montre aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent derrière, et se dire, il y a notamment, comment dire, des sujets de discussion. Je pense que vous voyez tous passer des éléments dans les médias, dans les journaux sur la méthanisation, notamment les questions de concurrence entre les méthaniseurs et, par exemple, l'alimentation animale. Nous, dans nos travaux, on vérifie bien que, effectivement, notamment là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le bilan fourrager, c'est-à-dire que le bilan fourrager, c'est ce qui va permettre de nourrir les animaux, enfin les cheptels, que au fur et à mesure des années, 2020, 2030, 2040, 2050, les consommations sont bien en face avec les ressources. Donc, au-dessus en positif, vous avez les milliers de tonnes de matières sèches consommées, enfin, en tout cas, utilisées. Donc, on voit qu'aujourd'hui, vous avez en rose de l'herbe pâturée. Donc là, les animaux vont manger directement dans les prés. Vous avez une partie plus importante d'herbe de conservation. Donc, ça, c'est de l'herbe qui est récoltée et stockée, par exemple, pour faire du foin ou de l'ensilage. Et puis, vous avez des surplus en moyenne. Ce qui veut dire que ces surplus, vous ne les avez pas tous les ans, mais en moyenne, vous avez quand même un certain niveau de surplus. On voit que petit à petit, avec les années, avec la baisse du cheptel, on va avoir des surfaces qui vont se libérer et qui vont permettre de méthaniser une partie de l'herbe. Et en face, en termes de ressources, vous avez les prairies naturelles qui vont être cherchées à être conservées puisqu'ils ont beaucoup de valeur en termes de stockage de carbone et de biodiversité. Et puis, vous avez des productions donc, sur des parcelles avec des rotations de culture. Et on voit qu'au fur et à mesure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a une place de plus en plus importante des cultures intermédiaires qui vont pouvoir être utilisées en méthanisation. Alors, sur le bois, il y a un petit détail aussi. Donc, le bois énergie va permettre d'alimenter les filières actuelles. Ce n'est pas parce qu'on fait de la pyrogasification de bois qu'on supprime tous les autres usages actuels. De mémoire, sur environ 200 TWh de bois énergie, il y en a 80 qui vont en pyrogasification. Le reste continue à aller sur des filières actuelles, que ce soit du bois domestique en utilisation directe dans des équipements performants de type poêle à bois ou chaudière, sur des chaufferies collectives et des réseaux de chaleur, et dans l'industrie. Alors, ce bois énergie, il provient d'où en fait? Il faut voir qu'il est principalement, en très grande partie, issu de co-utilisation. Donc, quand on exploite, quand on fait de la sylviculture, on exploite en général des forêts pour faire du bois d'œuvre. Donc, c'est tout ce que vous allez retrouver pour construire vos bâtiments. Du bois d'industrie. Donc, ça va être des billons de bois en général de moins bonne qualité qui vont alimenter notamment l'industrie du papier pour faire des pâtes vierges. Mais aussi, on classe là-dedans le bois qui va être utilisé pour faire des panneaux de bois, que ce soit des panneaux d'isolant en fibre, des panneaux agglomérés, etc.
Et vous voyez en fait qu'à chaque étape de transformation, alors c'est un schéma qualitatif, les largeurs des flèches ne sont pas exactes, mais c'est pour vous faire comprendre que finalement, à chaque étape de transformation, on va avoir des produits qui vont permettre d'alimenter la filière énergie. Donc, par exemple, dans le bois d'œuvre, bah, vous allez alimenter les scieries, les sciures peuvent être utilisées effectivement dans le bois d'industrie, mais aussi pour faire du granulé de bois, par exemple, pour alimenter les filières énergie. Quand vous exploitez des massifs forestiers, bah, vous allez faire des coupes d'éclaircies, vous allez avoir des rémanents, etc., qui peuvent être utilisés en bois d'énergie. Et puis, ne pas oublier aussi, en fin de vie, tous les matériaux en bois, hein, que ce soit les charpentes, les livres, les déchets d'emballage, etc., en fin de vie, bah, peuvent être parfois recyclés, hein, notamment c'est l'exemple de la pâte à papier recyclée, mais peuvent être aussi convertis en énergie. Donc, c'est le cas du bois A, du bois B. On peut utiliser du bois déchet pour faire de l'énergie. Donc, dans le scénario des gigawatts, c'est ça qu'on met en œuvre et on a ces volumes. Alors, en plus du bois de forêt, effectivement, il y a aussi d'autres ressources qui sont développées par l'agroforesterie, par le développement des haies. Agroforesterie, c'est en fait venir mettre sur des parcelles agricoles plusieurs cultures, à la fois des cultures d'arbres et des cultures de végétaux en rotation annuelle. Et on observe des synergies intéressantes où les plantes et les arbres entrent en synergie. Euh, donc, voilà dans les grandes lignes par rapport à ces ressources. Dernière filière, la filière Power to Gas. Alors là, il faut quand même avoir, c'est très important parce que certaines personnes, certains acteurs ratent cette notion de compréhension très importante, c'est qu'à la différence des deux premières filières que je vous ai présentées, qui sont des filières qui permettent de mettre en œuvre une ressource primaire, donc une ressource que l'on trouve dans la nature, dans l'environnement, que ce soit le bois, que ce soit les végétaux, et de les convertir dans une énergie utilisable à la fin. Là, le power to gas, c'est une passerelle, c'est juste une conversion entre l'électricité et l'énergie chimique qu'on va retrouver sous forme gazeuse, que ce soit sous forme d'hydrogène ou de méthane. Donc, on ne vient pas mettre en œuvre une nouvelle ressource, mais on vient créer une passerelle avec un équipement qui va avoir un certain coût, qui va avoir des performances, donc on va avoir un certain rendement, on va en perdre au passage, mais néanmoins, ça peut quand même avoir un intérêt et on va le voir pourquoi. Si on regarde un système énergétique actuel basé faiblement sur les énergies renouvelables, donc, j'ai repris un petit peu la schématisation qu'on avait vue tout à l'heure pour le scénario négawatt. On essaie de satisfaire les divers besoins en bas en énergie, donc chaleur, mobilité, électricité spécifique, et par des ressources primaires. Et pour ça, on va utiliser divers vecteurs énergétiques, l'électricité, les réseaux de gaz, les réseaux de chaleur. Ne pas oublier aussi toute l'infrastructure de produits pétroliers, hein, qui est finalement beaucoup plus grosse encore que les deux autres. Chacun va avoir des stockages, va importer, exporter, etc. Si on cherche à viser un système énergétique 100% renouvelable, on voit qu'en fait, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on va avoir plus de facilité à mobiliser l'énergie sur le réseau électrique. Donc, on a des quantités importantes hein, de solaire, d'éolien, notamment en France. C'est des énergies qui coûtent relativement à la biomasse moins cher. Et donc, on va avoir tendance à maximiser ces énergies-là, sauf qu'elles elles ont l'avantage d'avoir la quantité et des faibles coûts de production. Elles ont le désavantage, par contre, d'être des énergies de flux, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas pilotables. Donc, on les produit quand il y en a, et puis quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil, la nuit, par exemple, bah, on n'a pas cette énergie disponible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de jouer effectivement un petit peu sur les stockages, mais ça va être notamment sur les réseaux électriques, c'est très limité. Et on va essayer pas mal d'études ont montré, c'est qu'on va avoir intérêt à jouer sur des passerelles avec les autres vecteurs énergétiques. Notamment se dire, donc on va installer plus de capacité que nécessaire et on va avoir des périodes dans l'année, dans les journées, où on va produire plus d'électricité qu'on en a besoin et donc on va l'évacuer vers les autres plutôt que de la perdre.
et en l'évacuant vers les autres, on va faire des économies sur les énergies des autres. Donc, ce qui est le plus intéressant au début, c'est ce qu'on appelle le power to heat, convertir en électricité. Donc là, par exemple, les Danois le font déjà. Sur leur réseau de chaleur, ils ont parfois des résistances électriques ou des pompes à chaleur qui mettent en service quand il y a beaucoup de vent, ils ont beaucoup d'énergie éolienne et l'électricité devient très peu chère. Et donc, dans ce cas-là, il leur arrive d'arrêter leur chaudière à combustible et d'utiliser l'électricité. Donc, ça, ça peut être rentable à partir d'un certain niveau de pénétration de l'électricité renouvelable. Et après, on voit qu'on peut avoir aussi du power to gas. Parce que notamment, on va le voir, on a des capacités de stockage et de transport très importantes sur le réseau de gaz. On a aussi du power to liquid qui est possible. On peut faire, tout comme on fait du méthane de synthèse, on peut faire des carburants de synthèse, que ce soit sous forme d'alcool ou des diesels ou des essences de synthèse. Voilà, donc oui, ce petit graphe-là pour vous montrer, là je compare différents vecteurs, donc bleu électricité, jaune gaz, marron produits pétroliers. On voit les consommations annuelles, donc ça c'est un travail que j'avais fait en 2012, mais les ordres de grandeur restent un petit peu d'actualité. On voit que les capacités de stockage sont très différentes. Donc, sur le gaz, on a 130 TWh, ce qui correspond à 100 jours de consommation annuelle. On parle beaucoup des stockages de gaz avec la crise en Ukraine, mais on voit qu'effectivement, le gaz, on a un peu plus d'un trimestre de stockage possible, autant que les produits pétroliers. Par contre, sur le réseau électrique, on a une capacité seulement de 0,3 jours de stockage. Sur le réseau électrique, les stockages, on a des installations dans quelques endroits, ça se compte sur les doigts d'une main en France, où on vient jouer sur des stockages de lacs, où on va avoir un lac en altitude et un réservoir bas, et on peut turbiner de l'eau dans un sens pour produire l'électricité. Et quand on a trop d'électricité, on utilise une pompe et on va remonter de l'eau dans un lac d'altitude. Donc ça reste assez limité. Donc le fait d'accéder à l'infrastructure gazière fait qu'on accède à des capacités de stockage très importantes. Bien sûr, il y a un peu de perte au passage, mais à partir d'un certain niveau de pénétration d'électricité renouvelable, des travaux ont montré que ça devenait pertinent. J'accélère un petit peu pour rester dans les temps. Ce graphe-là, pour vous montrer justement un bilan sur une année qu'on avait fait pour une étude de l'ADEME en 2050 avec du power to gas, on avait regardé en fait sur le vecteur sur le système électrique, si en 2050, si on regardait toutes les productions d'électricité qu'on appelle fatales, donc l'éolien, le photovoltaïque, celles qu'on ne peut pas piloter, il restait un petit peu nucléaire dans cette modélisation-là, donc notamment le talon minimum de fonctionnement du nucléaire. Si on regarde cette production-là, qu'on a fatale, comparée par rapport à la demande, on se rend compte que dans certaines périodes de l'année, on a des forts excédents, notamment en été. Alors, chaque barre, on a fait des moyennes sur une semaine. Donc, on voit qu'en été, vu qu'on a beaucoup de soleil, on est quasiment toutes les semaines fortement excédentaire. Par contre, en hiver, on va avoir des semaines avec des excédents, des semaines avec des déficits. Mais on voit que globalement, en hiver, on va quand même avoir des déficits. Donc, on va avoir intérêt, si on arrive à mobiliser ce qu'on appelle du stockage intersaisonnier pour être en capacité de récupérer ne serait-ce qu'une partie de ces productions-là et de les restituer en hiver. Et ça, on ne va pas faire ça avec des batteries, d'où l'idée notamment du power to gas qui offre une capacité de stockage intersaisonnier, donc conversion en gaz en été, stockage dans les réservoirs souterrains et restitution pour une partie via des centrales électriques en hiver. Ce petit tableau, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il peut vous être utile aussi pour comprendre les niveaux de maturité de ces trois filières que je vous ai présentées. La filière méthanisation en orange, qui est mature aujourd'hui, qui a plus de… on doit bientôt maintenant être entre 1500 et 2000 unités en France de méthanisation. Il y en a à peu près 10 000, enfin, non, je ne vais pas dire, en Allemagne, il y en a encore beaucoup plus. Pyrogasification, on a quelques unités, mais qui brûlent leur gaz dans des cogénérateurs. En Europe, on en a quand même environ 1 millier. Par contre, la filière
qui vient produire du méthane et l'injecter, et encore vraiment en démonstrateur. Il y a eu un exemple en Suède qui a tourné quelques temps, mais qui s'est arrêté pour des questions techniques et économiques. Mais il y a un renouveau, et notamment la France, il y a beaucoup d'acteurs qui poussent dans le sujet. Il y a une nouvelle unité qui est en démarrage en Angleterre en ce moment, et il y a des projets dans les tuyaux en France qui devraient… il y a un AMI qui a recensé 50 projets cet été, dont 20 en phase de développement. Sur le Power to Gas, c'est pareil, on a des unités de démonstration. On n'a pas, on n'a pas d'unité vraiment en fonctionnement commercial. Il y en a une en Suisse, mais c'est très particulier. Alors, à la différence des deux premières filières où les ressources, on les a, là, sur le Power to Gas, la ressource, on ne l'a pas, puisque l'intérêt du Power to Gas, c'est de gérer des excédents d'électricité renouvelable. Et ça, on est encore loin de l'avoir, surtout en France. Alors, le bilan offre-demande, puisque en début d'exposé, j'avais dit que aussi il y avait des fortes fluctuations lors des saisons de consommation. Quand on a fait cette étude-là pour l'ADEME en 2018 sur est-ce qu'on pouvait convertir le réseau de gaz au 100% gaz renouvelable, on s'est notamment assuré qu'on pouvait assurer tous les jours de l'année une consommation de gaz. Et alors, vous voyez sur ce graphe-là, vous avez les couleurs en aplat qui sont les productions des trois filières, le méthanisation en orange, en vert, pyrogasification, et en bleu, power to gas. Alors, les deux premières sont des unités qui fonctionnent en base. On les alimente en biomasse régulièrement, tous les jours, elles produisent en base. Et le power to gas, lui, il va démarrer quand ça dérange le moins le réseau électrique, donc quand il y aura plutôt des excédents de production d'électricité. Donc, on va retrouver principalement les productions en été et très peu en hiver. La courbe rouge, vous retrouvez le profil de la demande de gaz en 2050, avec quelques pics d'appel assez importants pour des questions de production d'électricité. Et d'ailleurs, vous voyez que ces pics, lors de ces pics-là, on retrouve qu'il n'y a pas de production de power to gas, puisque évidemment, là, ça veut dire qu'on manque d'électricité. Et alors, si on fait le total de la production de gaz par rapport à la demande, on voit qu'en hiver, il en manque. On n'arrive pas à satisfaire la demande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller prélever dans les stockages. Et donc, la dernière courbe, la courbe grise, qui se lise sur l'axe d'ordonnées à droite, c'est les niveaux de stockage en France. Donc là, on a considéré qu'on pouvait avoir jusqu'à 110. Aujourd'hui, les capacités, c'est plutôt 130, 135 TWh. Et vous voyez que du coup, en hiver, de janvier jusqu'à avril-mai, on va être obligé de taper dans les capacités stockées, et qu'à partir du début de l'été, on va remplir ces capacités puisque la production de gaz devient supérieure à la demande qui est en rouge, de manière à pouvoir redémarrer avec des stocks pleins à l'automne et faire face de nouveau à l'hiver. Donc, on avait vérifié que, en fait, avec l'infrastructure gazière actuelle en termes de stockage, on avait largement de quoi utiliser ce réseau gazier avec des gaz renouvelables et de satisfaire tous les jours la demande par rapport à la production qu'on était en capacité de produire. Alors ensuite, on avait aussi regardé les aspects économiques. Ça, c'est une question qui revient souvent. Oui, c'est possible techniquement, mais à quel prix? Et donc, on avait regardé les différentes filières de production, quel coût de production moyen on pouvait avoir. Donc, vous retrouvez le même code de couleur. Vous avez en orange la filière méthanisation. Donc, vous avez en ordonnée les coûts de production et vous avez en abscisse la quantité de matière, enfin l'équivalent de gaz qui est produit. Alors, on voit que plus on va vouloir produire du gaz avec une filière, plus ça va être cher, puisque plus on va aller chercher des ressources qui peuvent être chères. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que pour la production par méthanisation, on va être entre 60 et 80 euros du mégawattheure. Je rappelle qu'avant la crise en Ukraine, sur le gaz, le marché de gros, donc le marché auquel s'achète le gaz sur les marchés extérieurs ou sur les places de marché, c'était de l'ordre de 15 à 20 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 100 mégawattheures. Mais voilà, historiquement, c'est plutôt 15-20 euros, enfin entre 10 et 20 euros du mégawattheure. Donc on voit qu'historiquement, on était nettement supérieur. Aujourd'hui, le biométhane est moins cher que le prix du marché du gaz naturel. Sur la filière pyrogasification, on démarre plutôt à 80 et on peut aller jusqu'à 120 euros du mégawattheure selon les intrants.
Et sur le power to gas, alors là, on a des faisceaux de courbes beaucoup plus variés, selon qu'on reste en hydrogène, si on fait que de l'hydrogène, ou selon que l'on va vers du méthane, où là c'est encore plus cher. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est plutôt au-dessus des 100 euros du mégawattheure, notamment si on va faire du méthane, on va plutôt être entre 120 et 180, voire 200 euros du mégawattheure. Alors, quand on fait le mix de tout ça par rapport à notre besoin et qu'on regarde, donc on va mobiliser plutôt les gaz les moins chers, et puis après on va compléter avec les gaz les plus chers. On avait fait l'exercice aussi pour l'ADEME. On avait fait 4 scénarios, donc on ne va pas tous les regarder ce soir, mais sur le premier scénario, si on empile les coûts à la fois de production des gaz, mais aussi les coûts du réseau, donc sur ce graphe-là, vous voyez qu'en 2050, le coût du gaz moyen serait de 130 euros du mégawattheure, qui comprend la production du gaz renouvelable et payer le réseau, hein, payer l'infrastructure, transport, distribution, stockage. On avait regardé aussi, pris en compte le fait qu'il fallait tirer des lignes de distribution pour aller collecter le biogaz dans les campagnes, parce que ça, c'est une des difficultés. Le biogaz est plutôt produit dans les secteurs ruraux où le réseau de gaz n'est pas forcément le plus dense. Et ça avait été une surprise pour nous. On pensait que ça allait coûter beaucoup plus cher. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas ça qui coûte vraiment cher. Ce qui coûte cher, c'est avant tout le traitement de la biomasse dans les unités de production. On voit que c'est la partie verte de la courbe, hein, c'est 80-85% du coût. Donc, on voit que voilà, en coût total, production du gaz plus infrastructure réseau, on est à 120 euros du mégawattheure, ce qui est 120, 130 euros du mégawattheure, ce qui est à peu près aussi, ce qui est intéressant, le coût de l'électricité renouvelable envisagé en 2050. Donc, ça, c'est important à souligner, puisqu'on parle, alors je parle avant la crise en Ukraine, on a une solution, et ça c'est important aussi, je pense, pour vous faire comprendre aussi par rapport aux logiques dans les bâtiments. Avant la crise en Ukraine, on avait une logique où l'électricité pour le consommateur final coûte nettement plus cher, au moins, je dirais, 2 fois, voire plus cher que le gaz. D'où notamment l'intérêt pour se chauffer, etc. Là, dans une vision 2050, sur les 100% renouvelables, on voit que l'écart de prix entre les deux se réduit et on arrive à une parité finalement entre le prix de l'électricité et le prix du gaz. Et donc ça va aussi dans le sens de ce que je vous ai présenté avant, du fait qu'on aurait aussi quelque part des usages du gaz qui vont devenir moins importants, où l'électricité va aussi prendre la place sur certains usages du gaz, notamment dans les bâtiments, où finalement on peut se dire que pour chauffer des bâtiments à 20 degrés, en tout cas le gaz, on le réserve à des usages à plus haute valeur ajoutée, notamment dans l'industrie, on a besoin de chaleur haute température, où les solutions alternatives sont plus restreintes, et dans la mobilité, pour faire des carburants, où là encore, les solutions sont plus limitées. Alors que pour faire de la chaleur à 20 degrés dans les bâtiments, on a d'autres pistes, notamment d'autres énergies renouvelables, mais aussi de l'électricité renouvelable avec des systèmes efficaces. J'ai quasiment fini. Je voulais terminer par quelques éléments sur l'hydrogène. Je vois que l'heure tourne. En 5 minutes, je devrais faire le tour. Sur l'hydrogène, donc aujourd'hui, on le consomme. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On a quand même une petite consommation d'hydrogène, mais qui est produit principalement à partir de gaz naturel. On casse des molécules de méthane en récupérant l'hydrogène d'un côté et du CO2 de l'autre. Dans les visions de négawatts, du coup, on développe l'hydrogène avant tout pour des usages industriels et assez peu finalement pour de la mobilité. Et aussi pour le power to gas et produire du méthane de synthèse, hein, c'est les 25 TWh qui sont ici. Donc on a en gros 100 TWh de production d'hydrogène et c'est une production flexible. C'est-à-dire que on va venir faire fonctionner ces électrolyseurs quand ça dérange le moins possible le réseau électrique. Donc, on va éviter les heures de pointe et du coup, on va plutôt produire un peu plus en été qu'en hiver, par exemple. Ce qui va sous-entendre que, vu qu'en face, on peut avoir des usages constants,
stable, il va falloir trouver des flexibilités entre les deux, voire du stockage. On a fait des évaluations dessus et on se rend compte qu'avec 6 TWh de stockage d'hydrogène, on pourrait faire face à ces différences entre production et consommation. Alors, on les utilise dans 3 secteurs principalement. L'acier. Donc, l'acier, aujourd'hui, quand on fait de l'acier primaire, c'est-à-dire à partir de minerais, on utilise du charbon. Demain, si on veut passer sur des technologies plus neutres en carbone, on passerait sur de la réduction à partir d'hydrogène. Donc, c'est un peu rapide, je reviendrai s'il y a des questions, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est on essaye de réduire les besoins en acier, on augmente beaucoup le recyclage et pour le reliquat qu'on a besoin de produire à partir de matières primaires, on passe sur une réduction à l'hydrogène. Deuxième grand usage, c'est l'ammoniac. L'ammoniac qui sert en très grande majorité à faire des engrais de synthèse. Comme je l'ai un petit peu évoqué, dans la transition agricole, on cherche à s'affranchir au maximum des engrais de synthèse. Néanmoins, dans les derniers travaux qu'on a faits, on voit qu'on arrive à diviser par 2 les engrais de synthèse, mais qu'on en a encore besoin si on veut maintenir une certaine partie, un certain niveau de rendement, même si on baisse un peu les rendements, si on veut quand même garder un certain niveau de production, on a encore besoin d'engrais de synthèse. Là, on est en train de développer de nouveaux travaux qui devraient permettre de réduire, selon nous, encore ces besoins, mais il y a encore un certain besoin. Donc, division par 2 des besoins d'engrais, ce qui permet en fait de garder notre capacité de production en France. Il faut savoir que la France aujourd'hui est très déficitaire en production d'engrais. Non seulement est dépendant vis-à-vis de son méthane, mais même les usines d'ammoniac et d'engrais, on est fortement déficitaire. Donc, par exemple, par rapport à la Russie, on importe non seulement du gaz, mais aussi des engrais. Donc, quand ça se passe mal avec les voisins, on a la double peine. On n'a pas d'engrais et on manque de méthane pour aussi produire des engrais. Donc, un pays agricole français est finalement très, très dépendant de l'étranger pour ça. Donc, le fait de basculer sur des productions, de réduire le besoin et de passer sur des productions à partir d'hydrogène produits en France permet de devenir beaucoup plus indépendant en termes d'engrais et donc d'autonomie agricole et alimentaire. Et puis, le dernier secteur, qui est en fait le plus gros secteur de consommation, c'est ce qu'on appelle les oléfines. Les oléfines qui sont en fait des molécules de base issues de la pétrochimie pour faire notamment des plastiques. Donc les oléfines, il y a plusieurs molécules dedans, mais il y a notamment l'éthylène et le propylène qui vous parlent peut-être plus, qui sont des précurseurs de plastique, qui aujourd'hui sont produits à partir de sous-produits du raffinage et qui demain, donc quand on cherche à passer sur du 100% renouvelable, il faut qu'on travaille sur le secteur énergétique, mais il y a aussi à la fin une partie des produits pétroliers et gaziers qui sont utilisés sous forme matière qu'on doit aussi substituer par du renouvelable. Et nous, le choix qu'on a fait, alors on pourrait y arriver par des voies biosourcées. Comme les voies biosourcées, la ressource est quand même limitée, nous, ça nous paraît pertinent de passer par des voies électricité. Donc, on produit de l'hydrogène. Et comme on est en capacité avec du CO2 de faire du méthane, on est aussi en capacité par d'autres types de réacteurs de faire du méthanol. Donc c'est l'alcool, la plus simple molécule d'alcool qui existe. Et à partir de ce méthanol-là, on peut transformer dans des produits plus longs et faire ces chaînes méthanol et propylène. Alors ça, c'est des technologies qui sont déjà utilisées, notamment par les Chinois, qui, eux, n'ont pas beaucoup de pétrole, mais beaucoup de charbon, et du coup, font de la pyrogasification de charbon, obtiennent de l'hydrogène et du CO2 par là et font ensuite du méthanol et des oléfines par là. Donc, c'est des technologies qui sont déjà utilisées avec des énergies fossiles qu'on pourrait réutiliser par des voies renouvelables à partir d'électrolyse. Voilà, j'ai terminé. Une dernière petite diapo sur les principaux enjeux que je liste là vis-à-vis des gaz renouvelables. Donc, si on veut arriver à la transition, bien sûr, je pense que vous l'avez tous en tête, c'est réduire la demande. C'est vrai dans tous les secteurs, mais c'est vrai aussi pour le gaz. On n'arrivera pas. Faut bien avoir en tête que de toute façon, chaque ressource qu'on va mettre en valeur a aussi des impacts environnementaux. Donc, ne serait-ce que pour ça, si on veut limiter ces impacts-là, il faut réduire absolument la demande. Sobriété, efficacité, report vers d'autres vecteurs quand c'est possible, électricité, solaire, géothermie. Développer les nouvelles demandes, la mobilité, méthane, l'hydrogène dans l'industrie. Développer la production de méthane renouvelable, donc massifier le développement de la filière méthanisation. Et ne pas oublier que la méthanisation est au service de l'énergie, mais aussi de l'agriculture. Il y a des schémas de méthanisation qui pourraient s'en écarter un petit peu.
et faire émerger les nouvelles filières, pyrogasification, power to gas. Mais sur le power to gas, là, il y a un enjeu, c'est-à-dire que pour développer le gaz renouvelable, il faut aussi développer l'électricité renouvelable qui sera quelque part la matière première de cette filière-là. Voilà, j'ai terminé l'exposé. Je vois qu'il y a eu quand même des questions qui sont listées au fur et à mesure. Oui, merci beaucoup. Avant tout, merci beaucoup Simon pour cette présentation. Très dense. Personnellement, c'est un sujet que je connais très mal et du coup, je crois que je vais devoir revoir la vidéo à vitesse plus lente. Merci beaucoup. Donc effectivement, il y a eu plusieurs questions. Peut-être la première qui est un peu plus générale. Donc Michel Raoult demandait, c'est indiqué qu'il y a 100% de gaz vert, de gaz importé dans votre présentation. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas de gaz vert du tout dans le réseau en France ou c'est négligeable? Ouais, alors je l'ai évoqué rapidement. Au dernier comptage qui a été fait, je crois, à la fin de l'année dernière, on avait 7 TWh. Donc en gros, sur les 450 TWh de gaz consommés, on en avait 7 qui étaient produits, qui étaient du biométhane issu de méthanisation. Donc on est quasi à 2%, on va dire aujourd'hui. Et ce que je disais, c'est que les opérateurs gaziers, en fait, dès qu'un porteur de projet a un projet suffisamment mature, avancé, il peut s'enregistrer dans ce qu'on appelle une file d'attente qui permet de bloquer une place dans le réseau. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez un projet méthanisation, vous devez vous raccorder au réseau. Et il peut arriver que parfois, localement, il y a des contraintes sur ce réseau-là. Et donc, il y a une espèce de file d'attente pour réserver une capacité d'injection. Et donc, cet outil-là permet à chaque porteur de projet de bloquer sa place, mais ça permet aussi de suivre un peu la filière et de voir quelles sont les capacités futures qui vont arriver. Et on voit aujourd'hui qu'il y a à peu près 25 TWh de projets qui sont développés et qui devraient sortir voilà, d'ici les 5-6 prochaines années. Ok, merci beaucoup. Une question de David Lebanier de Pouget, un peu aussi générale sur les chiffres que vous avez indiqués au début. Le rapport mégawatt indique une production de biogaz de 210 TWh en 2050. L'ADEME est plutôt sur 460. Donc d'où vient la différence et pourquoi négawatt limite la production? C'est plus de la moitié en fait. Ouais, alors 460, je pense que là, alors je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence. Est-ce que c'est l'étude de Peut-être peut-être la Monsieur personne. Lebanier, vous pouvez prendre Ouais, la parole si j'ai mal transmis. Oui, bonjour, merci pour la présentation qui était claire. Le 460, c'est le potentiel maximum voilà, qui c'est est ça. indiqué dans l'étude que vous avez fait avec l'ADEME, Oui, un mix tout à gaz fait, 100% tout à fait. renouvelable. Ouais, ok. Donc voilà, je veux juste bien confirmer que c'était ça dont vous parlez. Donc effectivement, quand on avait fait cette étude-là, 100% gaz renouvelable, on avait regardé toute la matière qui permet de faire du gaz renouvelable. Mais dans cette matière-là, par exemple, si je prends le bois, on peut l'utiliser pour faire du gaz renouvelable, on peut le brûler aussi dans une chaudière pour faire directement de la chaleur, etc. Donc les 460 TWh, ils sont si on utilise ces ressources-là que pour faire du gaz. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on n'a plus du tout de bois pour brûler dans un poêle, dans une chaudière industrielle, etc. Donc ça, c'était la première étape de l'étude. Et c'est vrai que parfois, malheureusement, ce graphique qui montrait le potentiel à la base est souvent repris et on oublie que derrière ces 460 TWh, il y a tout un ensemble de ressources qui permettent techniquement de faire du gaz renouvelable. Mais si on utilise ça, il n'y a plus de ressources pour faire d'autres choses avec ces matières renouvelables. Donc, donc la réponse, elle est que finalement, sur ces ressources-là, il y a deux choses. Il y a d'une part que déjà entre 2018, donc on se basait sur des travaux même un peu plus anciens, on a revu un petit peu à la baisse les prélèvements de bois dans les forêts. On est un peu plus conservateur puisqu'il y a quand même beaucoup d'enjeux autour des forêts. Notamment, on observe déjà une baisse de productivité des forêts du fait du réchauffement climatique. Les forêts sont de plus en plus sous stress du fait des sécheresses. Et donc, on a quelque part de plus en plus de signaux qui nous disent que finalement,
même si on a une forêt en accroissement, ben, ça va être quand même de plus en plus limité. Voilà, donc c'est pour avoir une approche un peu plus conservateur. Là, dans les derniers travaux qu'on a fait, on réduit un petit peu le bois qu'on sort des forêts. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que voilà, il y a une partie du bois. Je l'ai dit, hein, dans les 200 TWh en gros de bois sous toutes ses formes, hein, que ce soit du bois issu des forêts ou du bois déchet, on en utilise que 80 TWh dans la filière pyrogasification, donc je ne sais pas, un gros tiers, donc le reste, les 2 tiers, il est utilisé dans les filières actuelles de chaufferie, de bois domestique, etc. Ok, merci beaucoup. Une question très spécifique de Monsieur De Bois-Grelier. Là, soit je peux lire la question, soit Monsieur De Bois-Grelier, si vous voulez prendre la parole pour préciser, c'est possible aussi. Donc, c'est Oui. une question à l'échelle. Allez-y, hein, du coup, s'il vous plaît. Non, mais une question qui tente de rendre les choses à un autre stade plus concrète, et notamment au niveau territorial. En prenant un exemple d'un territoire en sortie d'autoroute où il y a encore aujourd'hui un développement phénoménal des plateformes logistiques, et juste derrière, ou juste dessus, pardon, des panneaux photovoltaïques, en essayant d'imaginer, est-ce que c'est un territoire favorable à la création d'une industrie de power to gas qui est à créer de toutes pièces? Est-ce que ça a un sens de se poser cette question-là au niveau territorial pour aller à l'étape concrète? Alors, ces questions de power to gas, hein, comme je l'ai dit, en fait, ça va être intéressant à partir d'un niveau de pénétration d'électricité renouvelable très élevé. Alors, on le sait pas exactement à la virgule près, mais on peut dire que avant d'atteindre, je dirais, comme ça, 70% d'électricité renouvelable, il n'y a pas un réel intérêt de l'inclure dans le système énergétique. On va plutôt dégrader les performances parce que ça a un coût, ça a un rendement, etc. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Donc, ce que je veux dire, c'est que si on suit un peu les trajectoires négawatts ou certains scénarios de l'ADEME, ça veut dire qu'on en a réellement besoin, mais pas avant 2035, 2040. La question, c'est que entre-temps, il faut bien quand même préparer la filière. Donc, entre-temps, il faut quand même monter des projets qui ne vont pas être de 100% pertinents. Mais du coup, il faut avoir conscience de ça. Et le power to gas, comment dire, il se trouve aussi pertinent dans une vision systémique d'ensemble. Donc, ce n'est pas forcément non plus à l'échelle d'un petit territoire que ça va être intéressant, puisque on va aussi, avant tout, en France, on a la chance d'avoir un réseau électrique et un réseau gazier fortement développé, assez robuste. Et donc, on peut jouer sur les effets de foisonnement. Donc, même si localement, on a peut-être des grosses centrales photovoltaïques. On a quand même très fréquemment des réseaux électriques qui permettent d'encaisser et d'aller redistribuer cette production-là un peu plus loin. Alors, ce n'est pas vrai partout, mais voilà, on va plutôt d'abord essayer de jouer sur ces effets de foisonnement, sur le fait qu'on va produire à un endroit donné et peut-être à quelques centaines de kilomètres, on aura un peu moins de production à l'instant T. Et avant d'avoir à mettre en œuvre ces outils de power to gas. Merci. Merci beaucoup. Emmanuel, tu veux donner ta question? Sinon, je la lis. Ah oui. Merci pour cette présentation. Oui, moi, je vois de plus en plus des développements de champs photovoltaïques qui utilisent des surfaces assez importantes. Et maintenant, il y a l'idée de surélever suffisamment ces champs pour pouvoir cultiver en dessous. Est-ce que ce serait pertinent de cultiver en dessous les végétaux qui permettent de produire ce gaz vert et de combiner, et peut-être à partir de quelle surface ça devient intéressant de combiner la production du gaz à partir du photovoltaïque et à partir de ces cultures?
Ok. Donc là, il y a plusieurs sujets dans la question. Alors, je vais peut-être commencer par la question culture énergétique finalement, et parce que c'est vrai que, merci de poser la question, j'en ai pas vraiment parlé. La question se pose, j'ai parlé de cultures intermédiaires, qui sont en fait des cultures entre deux cultures principales, et ça, c'est pas des cultures énergétiques, c'est-à-dire qu'on ne vient pas prendre la place du culture principale. Par contre, effectivement, il existe ce qu'on appelle les cultures énergétiques où, par exemple, on va cultiver du maïs, non pas pour faire de la nourriture animale ou humaine, mais pour alimenter des méthaniseurs. C'est notamment comme ça que s'est développée toute la filière méthanisation en Allemagne, qui est une filière qui s'est fortement développée et qui c'est le plus gros producteur européen aujourd'hui. Sauf que le problème, et maintenant il essaie de revenir un peu en arrière, c'est que du coup, ils utilisent les terres non pas pour faire de la production alimentaire, mais de faire de la production énergétique. Et ça pose problème puisque ça veut dire qu'ils vont déplacer, c'est-à-dire que la production alimentaire qu'ils faisaient avant sur ces terres ne va plus être faite là. Et donc, on va être obligé d'aller les cultiver ailleurs et donc de l'importer. Et donc, globalement, ce qui fait, c'est que ça se déplace et on va être obligé de défricher des terres, notamment ailleurs, pour toujours satisfaire nos besoins alimentaires. Donc, c'est une question très importante et en France, on a eu, enfin, c'est les acteurs de la filière qui ont réussi à faire ça aujourd'hui, et on a essayé d'y contribuer un maximum. On a réussi quand même à développer une filière qui ne se base pas sur ces cultures énergétiques. Alors, qui ne se base pas, c'est un petit peu exagéré, parce que dans la réglementation, il y a une limite à 15%. C'est-à-dire que quand vous créez un méthaniseur, pour avoir l'autorisation de fonctionner, d'avoir accès aux aides, etc., vous devez, dans votre bilan de matière qui entre dans votre méthaniseur, ne pas avoir plus de 15% des tonnages qui sont issus de cultures énergétiques. Donc, ça limite fortement. Et d'ailleurs, la moyenne, je pense, qui est même un peu plus faible. C'est possible qu'à l'avenir, d'ailleurs, ce seuil soit réduit. Il y a de plus en plus d'acteurs qui le demandent. Ça garde quand même un intérêt de sécurisation. C'est-à-dire que quand vous portez un projet de plusieurs millions d'euros comme ça, et que vous avez les banquiers à un moment donné qui vous disent « Oui, mais est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez construit, vous aurez la matière pour rentrer dedans ?» Et le fait d'avoir une partie des intrants que vous cultivez vous-même, dont vous allez avoir un contrôle, permet un peu de sécuriser un peu le projet. Donc, c'est vrai qu'en phase de lancement, c'est une filière nouvelle, etc. C'était une sorte de compromis qui pouvait s'entendre d'avoir ça. Néanmoins, je le rappelle, c'est bien plus vertueux que ce qui se passe à l'étranger, notamment en Allemagne, où on a des méthaniseurs qui sont à 100% culture énergétique. Donc, nous, de notre point de vue, clair, nous, c'est 2050 mégawatts, 0% de culture énergétique, puisqu'ils font vraiment que on maximise la production alimentaire et qu'on utilise plutôt les coproduits pour ces filières énergétiques au maximum. Au modulo, on l'a dit, le fait d'avoir quand même par exemple des herbes dans des zones d'élevage qui peuvent permettre d'avoir des excédents structurels pour faire face à des aléas climatiques, etc. Donc ça, premier point, culture énergétique. Donc la réponse un peu à votre question, c'est de dire que ce soit sous panneaux photovoltaïques ou pas, nous, on pense que c'est une mauvaise idée de développer les cultures énergétiques. Après, la question de l'agrivoltaïsme, c'est un sujet qu'on suit à Solagro, effectivement, et qui a un grand boom depuis quelques temps. Et on essaye d'instruire un peu ce dossier et de voir effectivement les intérêts ou les difficultés que ça peut produire. Et ce qu'on peut se rendre compte, alors je ne suis pas le spécialiste chez Solagro de ce sujet-là, il faudrait inviter quelqu'un d'autre, mais ce qu'on se rend compte quand même, c'est que ce qu'on observe, c'est que dans certains endroits, dans certaines conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire c'est sur une zone donnée, les conditions qui sont à la fois liées à la terre, au terroir, à la qualité de la terre que vous avez, mais aussi aux conditions climatiques que vous avez. Dans certaines de ces conditions-là, le fait de venir rajouter une partie d'ombrage, donc pas 100% d'ombrage, sinon il n'y a plus rien qui pousse, mais un petit peu d'ombrage,
peut permettre justement en été, hein, pendant les périodes de sécheresse, de maintenir un peu plus d'humidité et même s'il y a un peu moins de lumière, finalement, de quand même favoriser, maintenir, voire même augmenter un petit peu la production. Dans d'autres endroits, ça va plutôt la dégrader. Donc ça, c'est voilà, des premiers éléments. Alors après, ça, c'est sur les pâturages. Après, il y en a effectivement qui pensent faire du photovoltaïque sur d'autres types de cultures, que ce soit de la vigne, que ce soit aussi des cultures, de la grande culture. Euh, c'est des sujets qui peuvent arriver. Après, de notre point de vue, alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs qui se disent faut pas qu'on touche au terrain agricole. Nous, ce qu'on observe effectivement, c'est que bon, à chaque fois, ça a un impact, mais il peut y avoir des synergies. Après, ce qu'il faut voir en tête, c'est qu'en termes d'enjeux de surface, c'est-à-dire ce qu'on a besoin en photovoltaïque à horizon 2050, même dans les scénarios les plus ambitieux en termes de développement de photovoltaïque, c'est quelques pourcents de la surface agricole. Et en plus, on va mettre du PV sur des bâtiments, sur des friches, etc. Donc, l'enjeu sur les terres agricoles, il est relativement faible. Ça ne veut pas dire que localement, il ne peut pas y avoir des effets quand même importants, des parcs énormes qui peuvent avoir des impacts locaux importants. Mais à l'échelle de la France, ça reste assez limité. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Si, merci. Merci. Merci beaucoup. Si on prend les questions dans l'ordre, ensuite on a une question de Simon Fournier sur la question des rendements. La question des rendements pour passer d'une énergie à l'autre, qui peut freiner, discréditer une filière pour certains usages. Est-ce que c'est abordé, est-ce que c'était en creux et vous n'en avez pas parlé ou enfin voilà, est-ce que vous pouvez Ouais, oui, effectivement, j'ai pas, c'était déjà assez long, j'ai pas rentré. Ce que je peux vous, alors les rendements sur la méthanisation pour faire du méthane en injection, on est en gros entre alors ce qu'on va appeler la ressource primaire, hein, c'est en fait le biogaz qu'on va sortir de la matière et le méthane qui est injecté. Aujourd'hui, sur la filière actuelle, on est à plus de 90% de rendement. Et on peut se dire qu'à horizon 2050, on pourra être à 95, voire même plus de rendement. L'énergie qui est utilisée, c'est une partie du biogaz qui peut être brûlé pour maintenir en température les digesteurs, qui doivent être maintenus à entre 40 et 50 degrés. Mais aujourd'hui, on les isole de plus en plus et nous, on connaît des sites qui ont quasiment plus besoin de chauffer leur méthaniseur. Donc, ça se fait d'autant de molécules de méthane qui est injecté dans le réseau. Et après, on a la consommation électrique pour faire marcher différents auxiliaires, que ce soit les matières, les équipements qui pré-traitent et injectent la matière dans le méthaniseur, mais surtout, un des plus gros postes, c'est l'épuration, où la technologie domine. Il y a différentes technologies, plus ou moins consommatrices d'électricité. Et la technologie dominante en France, c'est une technologie membranaire où on vient monter en pression le gaz et le pousser à travers des membranes. Donc là, il y a une consommation. Mais du coup, le rendement, il est du coup de l'ordre de… Alors, pardon, excusez-moi. Il y a le rendement énergie… alors, comment je… énergie chimique, c'est-à-dire entre l'énergie, le pouvoir calorifique que vous avez dans le biogaz et le pouvoir calorifique que vous allez injecter dans le réseau, il y a aujourd'hui un rendement de 90% et je dirais les meilleures installations sont plus proches de 95 que de 90. Voilà. En plus de ça, il y a la consommation électrique qui peut représenter un équivalent d'à peu près 10% de la quantité d'énergie contenue dans le gaz. Voilà. Donc, si on fait le cumul des tout et après on mélange un peu des kilowattheures électriques et des kilowattheures de gaz, je dirais qu'en 2050, on devrait être proche de 85% de rendement. Et aujourd'hui, on est peut-être plus près des 80%. Pour la filière pyrogasification, entre l'énergie contenue dans le bois et l'énergie contenue dans le gaz qui est injecté, on a 70% de rendement.
sachant que ce qu'on perd, c'est sous forme de chaleur majoritairement, et que si on est capable on peut tout à fait récupérer cette chaleur-là, et si on est capable de le valoriser localement, on peut le valoriser. Hein. Donc c'est d'où l'intérêt de ce qu'on appelle l'intégration énergétique, c'est-à-dire l'endroit où on fait de la pyrogasification, on va essayer de récupérer la chaleur pour un procédé qui va être à côté, peut-être éventuellement pour sécher les intrants, mais aussi pour peut-être une industrie, un réseau de chaleur qui va être à côté. Donc quand je parle de rendement de 70%, c'est sans récupérer cette chaleur. Et puis, dernière filière, Power to Gas. Aujourd'hui, les performances actuelles, on va dire que sur l'électrolyse, entre la quantité d'électricité qu'on rentre dans l'électrolyseur et l'hydrogène qu'on va produire, on est sur des hydrogènes, ce qu'on appelle pouvoir calorifique supérieur pour ceux à qui ça parle. On est à 70%, 65-70%. À l'avenir, ça va pouvoir monter. Je pense que les hypothèses qu'on a prises dans le scénario, ça monte à 80%. Et sur la deuxième brique, méthanation, si on veut convertir l'hydrogène en méthane, on va avoir un rendement de 80%. Donc, si on empile les deux, aujourd'hui, fois 80%, on va être à 0,56. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a quand même un rendement et qu'aujourd'hui, ce n'est pas pertinent. Ça sera pertinent que quand on aura des excédents importants d'électricité renouvelable et qui trouveront certaines synergies qui permettront de trouver un intérêt malgré ce rendement qui est un peu plus faible. Et par contre, il y aura le rendement, donc les 0,56 aujourd'hui, qui va pouvoir monter à tout compris à 0,7, 0,8, donc 70-80% à l'avenir. Voilà, est-ce que ça répond à vos questions? Je pense que c'est assez exhaustif, sauf Ouais, si ouais. vous avez besoin de compléments. Non, mais c'est souvent ce genre de discussion qu'on a quand on fait du développement économique, qu'on pense, tiens, on va mettre plein de panneaux photovoltaïques sur des zones logistiques, des grands entrepôts, etc. Et on a de la logistique lourde à côté. Est-ce que c'est pertinent de faire des stations à d'hydrogène vert? Et souvent, c'est des histoires de rendement et de rentabilité économique de l'installation, d'écosystème qu'il y a autour. Et du coup, aujourd'hui, ça ne paraît pas encore mature. Mais voilà. Je rebondis un peu sur ce que. Donc là, je rajoute une question et je passe devant tout le monde parce que je rebondis sur ce que vous avez dit sur la pyrogazéification et la chaleur que ça dégage. Et je voudrais le combiner avec la question de M. Gaillard sur l'équilibre financier des usines d'ordures ménagères. C'est vrai que ça pose la question de à quel endroit est-ce qu'on localise parce que si aujourd'hui on a les capacités de stockage, moi j'entends qu'on n'a pas toutes les capacités de conversion. En tout cas, vous ne l'avez pas dit. Et du coup, est-ce que demain, on peut envisager, est-ce que c'est des choses qui sont prévues ou réfléchies et intégrées dans les scénarios, d'avoir des réseaux de chaleur qui seraient alimentés non pas par seulement du brûlage d'ordures ménagères, voilà, et puis les autres combustibles habituels, mais du coup, plutôt cette combinaison un peu plus avancée, quoi, intégrée. Est-ce que c'est des choses qui sont réfléchies, en cours? Ouais. Oui. Alors, pour être tout à fait honnête, dans le scénario négawatt, par exemple, mais aussi dans l'étude qu'on avait faite pour l'ADEME en 2018, on n'a pas été jusqu'à ce niveau de finesse de modélisation. On se dit que ça serait tout à fait possible et pertinent si on veut maximiser la validation. Donc, on a fait quelques hypothèses assez conservatrices. J'ai plus en tête, mais peut-être qu'on se dit qu'on arrivera à mettre en œuvre peut-être un tiers de la chaleur récupérée. Mais si on est bon, on arriverait à faire plus. Donc, effectivement, il y a un intérêt. Et là, il faudrait essayer de mener des travaux. Il y en a peut-être qui ont été. On avait vu passer des études où ça a peut-être été fait. On ne connaît pas tous les travaux qui ont été faits en France, mais je pense effectivement il y a quand même des acteurs, notamment on a vu passer des travaux à Brest où des acteurs ont déjà des réseaux de chaleur importants, envisagent de développer de la pyrogasification et pensent effectivement pouvoir aussi intégrer cette coproduction de chaleur et de la valoriser, pourquoi pas à travers les réseaux de chaleur. Donc oui, je pense que alors,
aujourd'hui, on n'a aucune installation en France comme ça, hein, donc ça va sans doute s'apprendre au fur et à mesure. Il faut quand même avoir en tête que quand on va faire les premières installations, bah, on ne peut pas du premier coup faire le mieux possible. Donc il faut aussi accepter que les premières installations ne soient pas forcément exemplaires. Donc je suppose que les premières installations, bah, on n'aura peut-être pas tout qui sera mis en œuvre, toute l'optimisation, l'intégration énergétique, etc. Ça risque d'être des choses qui soient mises un peu en place au fur et à mesure. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte parce que des enjeux en termes d'énergie sont non négligeables. Donc, je pense effectivement que la localisation de ces unités de conversion de biomasse en énergie, parmi les critères d'implantation, la question de la facilité de valorisation de la chaleur coproduite est un point important du choix de la localisation. Et est-ce qu'il y a des nuisances quand même que ça pourrait engendrer? Parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés dès qu'on parle d'implanter des méthaniseurs dans les villes, ça peut être compliqué. Est-ce que vous percevez les mêmes Oui, choses? oui. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la méthanisation, entre guillemets, on brasse de la matière qui est assez humide. Donc, pour avoir un certain tonnage de matière sèche, il faut brasser quand même beaucoup de tonnage de matière humide. Donc voilà, il y a une certaine logistique. La méthanisation, ça va vraiment être des projets très locaux. On va aller chercher les intrants à 5, 10, 15 km. Mais alors après, certains produits très méthanogènes, comme certains résidus de l'industrie agroalimentaire, peuvent voyager plus long. Mais pour la ressource majoritaire agricole, on ne va pas aller beaucoup plus loin. En termes de nuisance, alors effectivement, ça fait du passage de tracteurs ou de camions. En termes de nuisance olfactive, tout dépend comment sont faites les installations, mais il y a des moyens de faire des systèmes avec des filtres. Il y a même des agriculteurs qui sont venus à la méthanisation avec l'idée de réduire les nuisances olfactives, c'est-à-dire que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, hein, c'est qu'entre une installation agricole avant méthanisation qui traite des fumiers, des lisiers notamment, qui va les épandre dans les champs directement, et une installation qui va passer ces fumiers et lisiers dans un méthaniseur et ensuite aller épandre le digestat, bah, réduit très fortement les nuisances olfactives. Donc, il faut aussi avoir en tête ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi on a quand même une production agricole en état actuel, et le fait de mettre la méthanisation réduit ces nuisances-là. Ensuite, sur la pyrogasification, là, on va avoir des équipements qui vont traiter de la biomasse ligneuse, beaucoup plus sèche et dense. Et là, ça peut se transporter sur des beaucoup plus grandes distances. Donc, on va pouvoir aller localiser les unités de transformation à des endroits un peu plus où on va trouver justement d'une part le réseau, mais aussi un peu de surface pour avoir une plateforme de réception de la matière. Et en termes de nuisance, c'est marrant parce que la semaine dernière, on a eu une présentation. J'ai évoqué qu'il y avait une unité en démarrage en Angleterre, alors que je n'ai pas visité encore, mais des gens de GRDF avaient été la visiter. Et elle était dans une zone très fortement urbanisée. Et en fait, c'est un site qui n'a plus de cheminée. Donc, on rentre la matière, on la convertit et toute la matière est convertie en méthane ou en résidus solides. Donc, qui va être par exemple les cendres qui vont être allées ensuite, par exemple, utilisées, enfin, mis en décharge, mais c'est un volume très, très restreint. Il n'y a plus d'effluents gazeux puisque l'ensemble du produit va être converti en méthane et injecté dans le réseau. Donc, ça peut être des installations qui sont justement qui n'émettent plus localement de contaminants comme des incinérateurs, par exemple, ou des chaufferies biomasse. OK, donc c'est une piste, potentiellement à creuser pour, la ville de 2050 éventuellement. Est-ce que monsieur Gaillard, ça répondait à votre question sur les usines d'ordures ménagères? On s'est un peu écarté, mais est-ce que vous voulez compléter?
Non, je ne sais pas. Il y a des questions d'équilibre financier, là, je vois, d'ordures ménagères, c'est Oui, c'est ça? ça, c'était plus une question sur l'équilibre financier des… Ouais, ouais. Bon, alors, là, je vais pas pouvoir rentrer trop en détail, c'est assez complexe. Alors là, moi, je vous ai parlé de la pyrogasification plutôt de matières renouvelables, hein, de biomasse, etc. Quand on parle d'ordures ménagères, il y a une partie renouvelable, une partie non renouvelable. Et surtout, on va avoir une matière qui peut être assez variée, avec, avec potentiellement aussi certains contaminants certains produits qui peuvent être des contaminants et générer aussi certains contaminants quand on va faire le syngas issu de la pyrogasification. Et quand on fait de la pyrogasification, je ne suis pas entré dans le détail, mais on a une première étape où on va produire ce qu'on appelle un syngas, qui est un mélange de méthane, hydrogène, CO, CO2 et plein d'autres petits constituants. Ces petits constituants, selon les intrants, s'ils sont entre guillemets plus ou moins propres, on va en avoir plus ou moins. Et notamment si on a des déchets chlorés, soufrés, etc., on va en générer beaucoup. Et si après, on veut comment dire, épurer, combiner ce syngas en un produit avec une spécification vraiment fine, c'est-à-dire une concentration de méthane à plus de 98% ou de l'hydrogène ou d'autres produits, il va falloir passer dans des étapes de nettoyage et de réorganisation de la matière qui vont nécessiter des puretés importantes. Donc, il va falloir laver fortement les gaz. Donc, si on part d'une matière relativement propre, entre guillemets, ce terme propre n'a pas forcément toujours de sens, mais une biomasse, du bois brut, non traité, etc., ça va être plus facile que de partir de bois traité, de déchets divers et variés, etc. Donc la chaîne de traitement ou les procédés à mettre en œuvre vont être plus ou moins complexes selon les types d'intrants. Et donc, c'est vrai que ça va être des unités qui vont être plutôt plus coûteuses pour traiter des déchets que traiter de la biomasse de forêt. Mais à l'inverse, on aura une matière qui pourra avoir un coût plus faible, voire un coût négatif. On pourra avoir une redevance pour la traiter. Donc aujourd'hui, les acteurs, effectivement, qui essayent de faire immerger cette filière, il y a à la fois comment dire, pour sécuriser les projets, la technologie, etc., s'assurer aussi que c'est bien un gaz qui sera considéré comme renouvelable, partent sur de la biomasse du bois forestière ou du bois de récupération relativement propre, ce qui permet d'avoir une technologie un peu plus peut-être simple et sécurisée. D'un autre côté, si on veut baisser les coûts, il y a aussi quand même des acteurs qui essaient d'aller chercher du déchet, que ce soit du bois B, donc traité, ou ce qu'on appelle des CSR, qui sont en fait une étape pré-traitée un peu de ces déchets, des refus de tri, etc., de manière à avoir un produit un peu plus homogène. Et il y a effectivement des acteurs qui se positionnent dessus. Après, des acteurs qui se positionnent sur de l'ordure ménagère brute, il y en a eu quelques-uns par le passé, mais il y a eu quand même des contre-références. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des produits quand même pré-traités type CSR pour alimenter ces usines-là. Alors après, en termes d'équilibre, je vous dis, voilà, il y a, pour l'instant, c'est encore un peu confidentiel, mais effectivement, ce sera des unités qui seront plus coûteuses, mais avec un intrant moins coûteux. Donc, globalement, ça peut être intéressant. Ok, merci beaucoup. Alors, on avait deux questions en lien avec l'utilisation du gaz chez soi. Une question de Michel Raoult sur est-ce que des petits méthaniseurs domestiques pour produire du gaz de cuisson à partir de déchets alimentaires sont intéressants? C'est vrai qu'on voit se développer ça. Moi, je pense qu'il y a Picojoule qui fait ça à Toulouse, mais il y en a sans doute d'autres. Et puis, une question un peu liée aussi de Sophie Brindelbet sur le fait que, effectivement, on voit que le gaz de cuisson pour les usages domestiques est amené un peu à disparaître en tout cas dans les logements neufs, c'est de plus en plus difficile puisqu'on ne va pas mettre de gaz presque du tout. Et du coup, est-ce que c'est amené dans vos scénarios ou même, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que c'est amené à disparaître complètement ou est-ce qu'on va tous mettre des méthaniseurs chez nous pour pouvoir continuer de cuire au gaz? Voilà.
Donc, première question sur la place du gaz dans les logements et effectivement du gaz cuisson. Alors là, je ne vais pas être le meilleur pour répondre, mais effectivement, hein, clairement, dans le scénario négawatt, il y a, alors je ne sais pas exactement s'il y a une disparition, mais il y a une baisse fortement. En tout cas, l'électricité prend beaucoup plus de place pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaie d'électrifier les usages que l'on peut. Et en termes de rendement aussi, il y a des rendements beaucoup bien supérieurs avec de l'électricité, où on peut vraiment contrôler que ça chauffe bien la casserole et pas les côtés et l'air à côté. Après, sur la question de la méthanisation à domicile, entre guillemets, nous, c'est quelque chose que l'on ne prend pas en compte dans les scénarios. Voilà, on considère que quand même la production de biogaz, si on veut la faire quand même de manière efficace, contrôlée, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en limitant fortement les fuites, parce que ça, c'est un enjeu important, hein, c'est-à-dire que je ne l'ai pas évoqué, mais le méthane a un pouvoir de réchauffement climatique 25 fois supérieur au CO2. C'est-à-dire que si on a une fuite de méthane, on peut impacter très fortement le bilan carbone du biométhane. À titre d'illustration, à partir de 10% de fuite sur un biométhane, on a un gaz, on a comment dire, un contenu carbone au mégawattheure équivalent à du gaz naturel. Donc, faut vraiment faire très attention à ce sujet-là, et c'est un sujet que la filière regarde de plus en plus près pour ces aspects-là, mais aussi pour des aspects économiques, hein, parce que chaque fuite de gaz, bah, c'est des revenus en moins. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a cette question-là, et puis il y a la question aussi que bah, quand la méthanisation, c'est quand même un peu plus complexe qu'un panneau photovoltaïque qu'on pose sur son toit, où une fois qu'il est posé, finalement, on a peut-être une maintenance à faire tous les 7-8 ans à changer l'onduleur, mais sinon, ça marche tout seul. La méthanisation, il faut quand même brasser de la matière, il faut le charger, il faut retirer le digestat, il faut faire attention à ce qu'on y met, parce que dedans, c'est de la vie. Si on charge un peu trop un type de matière, on peut complètement perturber la biologie du digesteur, et donc complètement arrêter le procédé. Quand on démarre l'installation, il y a quand même plusieurs jours, voire semaines, qu'il faut piloter pour le démarrer. Donc, ouais, nous, c'est vrai qu'on est un petit peu sceptique sur cette vision à très petite échelle du méthaniseur pour toutes ces raisons-là. À la fois le pilotage, qu'est-ce que vous faites quand vous partez un mois en vacances ou une semaine en vacances, de toute façon, le gaz, vous n'allez pas non plus le consommer tout le temps. En été, vous n'allez pas consommer beaucoup si vous ne vous chauffez pas avec. Enfin, voilà, on a des réseaux, on a la chance d'avoir des réseaux en France. Ça nous semble, en tout cas dans nos pays, vraiment, le biogaz à la ferme, le biogaz à la maison nous paraît quand même pas une solution pertinente. Et du coup, je rebondis là sur la méthanisation. Moi, ça me fait réagir parce que on a beaucoup de développement du compost. Fin 2023, il va falloir tout le monde devra composter chez soi. On sera obligé enfin, c'est une obligation de la loi anti-gaspillage, ou je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a une obligation que tout le monde devra composter ou trier, en tout cas ses ordures ménagères, dans un nouveau bac. Je ne sais pas comment ça va être mis en place dans les villes exactement. Du coup, en fait, ça crée beaucoup de méthane qui n'est pas du tout contrôlé. Est-ce que, enfin, ça, du coup, Ouais, ok. un peu de votre champ, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, c'est une question intéressante. Alors, l'obligation 2023, c'est l'obligation de retour au sol des déchets organiques. Alors, je ne suis pas le plus expert du sujet, il faudrait faire intervenir d'autres collègues, mais en gros, c'est ça. Donc, ce n'est pas obligation de composter, c'est une obligation de retour au sol. Et donc, le retour au sol, il peut avoir lieu par compostage, mais il peut aussi avoir lieu par méthanisation. Donc, ça, déjà, premier élément. Ensuite, la question du passage en compost. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on fait du compost, si on le fait bien, il n'y a pas de méthane. En fait, dans
dans la dégradation de la matière organique, il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle la voie anaérobie, c'est ce que je vous ai présenté. Donc, en absence d'air, anaérobie, ça veut dire en absence d'air. Donc, quand on fait dans un réacteur fermé, là, on a certains types de micro-organismes qui travaillent. Et là, on produit effectivement du méthane. Par contre, le compost, c'est la voie aérobie. Donc là, on est censé, pour faire un bon compost, l'aérer. D'où l'importance, quand vous faites votre compost, d'avoir des structurants, de mettre un petit peu de branches, etc., de le remuer pour s'assurer que l'air pénètre bien dans votre tas de compost et donc de ne pas passer en mode anaérobie. Effectivement, si vous passez en mode anaérobie, vous allez produire du méthane. Mais si vous le faites bien et qu'il est bien aéré, vous n'allez produire que du CO2 et pas de méthane. Donc voilà. Donc c'est une question de comment on fait bien son compost. Et après, voilà, plus largement, je pense que les deux voies sont complémentaires, mais c'est vrai que de notre point de vue, passer par la voie digestion, enfin méthaniseur, permet non seulement de produire donc là, ce n'est pas un compost, c'est un digestat, mais un produit qui permet de faire un amendement des sols, mais en plus de produire de l'énergie. Donc, ça nous paraît aussi important de favoriser cette filière-là. Ok, merci beaucoup. Alors, je remonte un petit peu. David Lebanier avait une autre question sur, au lieu de produire les pointes électriques liées au chauffage avec du gaz, ne vaudrait-il pas mieux avoir plus de chaudières gaz en 2050 dans les bâtiments? Donc, c'est un peu la question peut-être du rendement, si je ne me trompe pas. Du coup, voilà, se dire, enfin voilà. Enfin, j'imagine que c'est ça, mais sinon, monsieur Lebanier, vous me corrigez. Oui. Alors, en fait, les pointes électriques en 2050, elles ne sont plus liées aux pointes de chauffage. Ok. Elles sont liées au manque de production d'électricité. Donc ça, effectivement, c'est un point qui est bien à comprendre. Aujourd'hui, on est habitué à avoir des pointes électriques en hiver à 19h, notamment 19h, 20h, quand tout le monde rentre chez soi et rallume ses chauffages, etc. En 2050, dans les scénarios, en tout cas Négawatt, mais aussi ADEME, où on a du coup bien isolé les bâtiments, on a et on chauffe avec des systèmes de chauffage performants. On a beaucoup moins cet effet-là de sensibilité de l'électricité par rapport au chauffage. Je ne dis pas qu'on ne l'a plus, mais on l'a beaucoup moins. Par contre, ce qu'on voit sur la courbe de demande de gaz et les grands pics en hiver, c'est les semaines et les jours où, donc en hiver, parce que du coup, il y a moins de soleil, et le vent, lui, hiver-été, on en a un peu, mais on peut avoir des semaines où on va avoir peu de vent. Et donc, dans ce cas-là, on est obligé d'avoir des moyens de production de pointe qui vont prendre la relève par rapport à la production éolienne et photovoltaïque. Donc, le fait de garder du chauffage au gaz ne répondra pas en fait à cette demande. Ok, merci. Et une autre question de M. Bagné aussi. Avez-vous une idée du nombre de TWh que la stratégie nationale bas carbone 3 orientera vers les bâtiments? Non, désolé, j'ai pas ça dans ma boule de cristal. Non, et puis je ne connais pas ce niveau de détail-là, de toute façon, de ces travaux. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions du chat. Moi, j'avais une question un petit peu sur l'effet rebond de manière générale, parce que là, du coup, c'est super. On a une nouvelle source d'énergie. On sait que dans les histoires des énergies, en fait, il n'y a pas de transition énergétique, c'est des additions énergétiques à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, ouais. C'est vrai qu'il y a toujours ce problème-là, d'où l'importance de rappeler et de marteler que de toute façon, on arrivera, c'est un leurre de se dire on peut continuer à vivre comme on vit aujourd'hui et basculer sur les énergies renouvelables. Pour moi, c'est notamment aussi un leurre que certaines personnes ont dans la vision d'hydrogène, en se disant finalement, j'ai l'impression pour un certain nombre d'acteurs ou
acteurs du développement ou dans les collectivités territoriales, parfois, il y a un espoir de se dire finalement, l'hydrogène va nous apporter la solution où on ne change rien à nos modes de vie et l'hydrogène va résoudre tout le problème. Donc, je pense effectivement, ça c'est un sujet important et difficile et pas forcément et pas technique, mais qui est de se dire comment on fait pour s'assurer que en même temps qu'on développe ces alternatives énergétiques, on réduit bien nos consommations d'énergie pour qu'il n'y ait pas une superposition et qu'on sorte bien des fossiles le plus vite possible. Voilà, là, malheureusement, les leviers pour convaincre et pour mettre en œuvre ça dépassent un petit peu moins mes compétences qui sont plus techniques sur les filières de production. Mais je partage avec vous que c'est un sujet très important et qu'on voit effectivement que c'est un sujet qui peine à… Enfin, voilà, c'est un vrai sujet, quoi. Oui, nous, on a exactement le même dans le bâtiment. Puis tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'on ne peut pas vraiment se dire on va changer toutes nos voitures pour avoir toutes des voitures individuelles. Ça, on sait que ce n'est pas du tout tenable, ne serait-ce que sur le plan des métros, effectivement. Et dans le bâtiment, c'est vrai que la manière la plus simple d'avoir moins de kilowattheures par mètre carré, c'est déjà de moins chauffer et d'utiliser moins de mètres carrés. Bon. Une fois qu'on a dit ça, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord et puis il ne faut peut-être pas le dire comme ça, mais en tout cas, c'est je pense des questions qui nous dépassent un peu, nous, effectivement, sur le plan technique. Mais voilà, on est tous d'accord avec ça. Moi, j'ai fait le tour un peu des questions. Est-ce que j'en avais encore là? Pas forcément beaucoup. Moi, j'ai une petite question, mais je ne sais pas si c'est… peut-être que je confonds avec autre chose. Moi, j'avais retenu que la pyrogazéification, ça faisait du bois. Ça faisait un élément qui s'appelle le biochar, qui peut servir d'amendement dans les sols agricoles et qui aurait un… Alors moi, j'ai eu du mal à comprendre un petit peu, mais ça aurait une empreinte carbone négative de genre moins 900 tonnes de carbone par tonne de biochar, si j'ai bien compris. Et du coup, ça, c'est un des seuls moyens reconnus par le GIEC de faire… Enfin, c'est un puits de carbone reconnu par le GIEC, si j'ai bien compris ça. Et ça serait beaucoup plus stable que le bois. Et du coup, j'avais discuté avec quelqu'un qui finalement m'expliquait que c'était mieux de pyrogazéifier du bois parce que le bois, finalement, le bois en pied, il reste en pied. Au bout de 30 ans, il dépérit et il restitue son carbone. Donc, en fait, il vaut mieux pyrogazéifier parce que le biochar, c'est plus stable. Est-ce que j'ai confondu plusieurs choses? Est-ce que vous confirmez ça? Oui, je n'ai pas évoqué ce point-là. Alors, selon les technologies de pyrogazéification, il existe vraiment plein de technologies. Je crois qu'il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps qui avait recensé 400 technologies. Voilà. Selon les technologies, selon ce qu'on veut faire de la pyrogazéification, on peut orienter les procédés pour faire plutôt ce qu'on appelle des biochars, donc du carbone solide, ou plutôt des huiles aussi. On peut faire des sortes d'huiles de pétrole brut qu'on peut ensuite raffiner, ou on peut faire des gaz, ou orienter vers, équilibrer plus ou moins vers l'un ou vers l'autre. Et parfois, dans certains procédés, par exemple, même s'il y a une coproduction de gaz et de biochar, le biochar, parfois, lui, peut être brûlé pour apporter de la chaleur au procédé à un moment donné. Enfin, bon, voilà, il y a vraiment plein d'intégrations un peu possibles. Donc, tous les procédés de pyrogazéification ne produisent pas forcément du biochar, mais certains le font. Et typiquement, à la pyrogazéification, dans ces procédés-là, il y a la pyrolyse. Et par exemple, quand on fait du charbon de bois, ça rentre dans cette famille de procédés-là. Et là, l'objectif, c'est de transformer du bois en carbone concentré. Donc, l'objectif, c'est de faire quasiment que du biochar. Effectivement, une fois, alors c'est très à la mode, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Donc c'est vrai que ça a une certaine stabilité. C'est vrai que ça peut servir à améliorer en partie la qualité des sols. Alors après, c'est un sujet qui est en train d'être creusé. Il faut voir aussi que selon les intrants que l'on va mettre dedans, le biochar va être de plus en bonne qualité. Si on a vraiment du bois propre en entrée, on peut probablement avoir un biochar de qualité. Si on commence à avoir en entrée un peu de bois traité, des choses comme ça, le biochar va pas forcément être apte à être répandu. Et puis,
faut voir si on veut privilégier aussi la production d'énergie ou la production de biochar. Donc, selon le curseur, on va le mettre. Alors après, sur le stockage de carbone, c'est vrai que ça peut être une solution. Alors, c'est ce qu'on appelle les BECS. C'est comme on a les technologies de CCS, Carbon Capture et Séquestration. Si au lieu de récupérer du CO2 d'énergie fossile, on utilise du CO2 biogénique, donc issu de la biomasse, on va non pas neutraliser les… Donc aujourd'hui, hein, si par exemple on a une centrale au charbon qu'on brûle et à la cheminée, on capte le CO2 et on va l'enfuir, quelque part, on neutralise l'émission qu'on a produite. Par contre, si on prend une centrale dans laquelle on brûle du bois, on vient capter le CO2 et on va le stocker, là, on a une émission négative. Donc, c'est un peu ça qui est fait. Et c'est de se dire, bah, on va partir du bois, on va faire du biochar, et le biochar, il devient stable par lui-même. Et c'est plus simple peut-être de stocker du biochar que d'aller capter du CO2 dans les fumées et d'aller l'enfuir dans des poches de gaz souterraines, etc., qui sont plus compliquées. Donc, c'est une manière de stocker du carbone sur plus ou moins long terme. Je ne suis pas assez spécialiste pour vous dire à quelle durée ça va être. Je pense qu'il y a quand même… Je ne sais pas si la science a toutes les données aujourd'hui pour certifier ça. Mais en tout cas, effectivement, c'est une des possibilités. Et probablement qu'on aura besoin de ces technologies-là, alors en passant par du biochar ou en passant par des cycles de captage et enfouissement, etc., à horizon plus long terme, si on veut vraiment être neutre en carbone, puisque même si on fait tous les efforts, on a quand même des activités qui émettent du carbone, que ce soit l'agriculture, que ce soit par exemple la production de béton, etc. On a encore, même en 2050, même à 100% énergie renouvelable, des émissions qu'il faudra essayer de neutraliser d'une manière ou d'une autre. Donc oui, ça peut être un des leviers. Ok, merci beaucoup. C'était un peu une question sortie du chapeau pour la fin. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de toutes les questions et on vous a beaucoup bombardé de questions là, c'était très dense. Donc merci beaucoup encore une fois De rien. pour vos réponses. Donc voilà, on va conclure cet ICEP Café. Merci à tous les participants. Et puis donc la vidéo va être mise en ligne cette semaine, je pense, sur YouTube. Et on n'a pas encore la date du prochain ICEP Café, donc restez connectés pour ceux qui veulent être au courant, soit sur notre site, soit dans notre newsletter. Voilà, donc encore un grand merci Simon Métivier et puis Solagro pour cette présentation. Voilà, et bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.